Une oasis de montagne, où les habitants ont développé des savoirs originaux sur leur environnement et la gestion commune des ressources naturelles. Des savoirs anciens qui intéressent aujourd'hui les scientifiques préoccupés par la question du développement durable. Puis la rencontre avec les hommes qui font vivre ce pays. C'est la vallée des Bougmaz, il y a Zaouia Toulemzi, Ao, Eglouan, Aïtouchi, Ifran où j'habite, qui est caché derrière là, juste après Aïtouchi. Il y a 32 villages dans la vallée. Il y a plein de petites sources partout. C'est pas des grosses sources, mais il y a suffisamment d'eau pour arroser les champs et pour boire. Ahmed est l'un de ces berbères de la montagne que l'on décrit au Maroc comme des gens humbles, discrets, mais aussi résistants et déterminés, qui ont développé cette vallée malgré des conditions difficiles. Une mosaïque de chants qui n'est pas l'œuvre d'un seul, mais d'une communauté qui a trouvé les moyens de donner une place à chacun. La plus isolée et la plus peuplée des vallées de la montagne marocaine, considérée comme riche par ses voisins, dévoile une organisation minutieuse, complexe. Entre 1700 et 2400 mètres, des groupes de cultures berbères d'origines diverses ont formé des villages appelés douars. 15 000 personnes vivent du travail de la terre et de l'élevage. Ahmed et sa famille se sont installés ici il y a 20 ans, quand ses parents, alors pasteurs nomades, ont hérité d'une maison en bordure de torrent. Comme on a arrêté de nomadiser, on a cultivé de l'orge, du blé, du maïs, la patate, du seigle. C'est pas pour vendre, c'est pour nous. On n'en a même pas assez pour nous. Donc, en fait, les animaux mangent plus que nous dans nos récoltes. Dans cette économie de subsistance, la moindre récolte est vitale. Et la décision d'élever un animal dépend de la quantité de nourriture qu'ils peuvent prélever dans la nature ou cultiver. Les femmes travaillent sans cesse, dans les champs et dans la maison. Maison dont elles ont l'entière responsabilité. Les hommes aussi travaillent la terre et assument le rôle social et économique qui les éloigne souvent de la famille. Chacun s'inscrit dans un système qui doit faire la preuve tous les jours qu'il est viable. Et dans cet équilibre fragile, la modernité entre peu à peu depuis une quinzaine d'années. Le tourisme reste artisanal mais se développe. Une trentaine de gîtes accueillent les randonneurs qui suivent les guides, des hommes comme Ahmed, déjà agriculteurs et éleveurs. Depuis quelques années, les manières de faire de ces populations, autrefois considérées comme archaïques, ont pris de la valeur aux yeux des Occidentaux. Et c'est depuis la conférence de Rio et l'avènement du développement durable que les scientifiques s'intéressent aux savoirs traditionnels et étudient leur fonctionnement. Laurent Auclair est chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Il a trouvé ici des formes berbères de gestion des ressources.
Nous menons dans la vallée un programme de recherche pluridisciplinaire depuis quelques années. Cette recherche est focalisée sur un objet particulier, l'Agdal. Alors l'Agdal, c'est une pratique de gestion dite traditionnelle ou communautaire des milieux pastoraux et forestiers. S'intéresser à l'Agdal nous a conduit à comprendre, à décrypter l'organisation sociale et territoriale de la vallée. L'installation s'est faite de manière particulière. Pour en connaître le déroulement, les chercheurs français et marocains ont croisé leurs observations avec les témoignages des habitants. Quelles ont été leurs priorités? Quelle a été la part des données du terrain dans leurs décisions? Le regard du géographe nous livre les premières informations. Donc voilà le village d'Ifran, dans la haute vallée des Aït Bougmez. On voit les différents étagements de ressources qui sont exploités par le village. Au premier plan, un espace pastoral, purement pastoral, qui est très exploité en continu. Les troupeaux du village parcourent ce petit espace de manière la plus grande partie de l'année. Dans le fond de vallée, on voit un espace irrigué, un espace cultivé intensément, qui demande beaucoup de travail et qui est le support de 2 récoltes par an, donc un espace relativement intensif. Plus en hauteur, c'est l'implantation de l'habitat du village lui-même, avec cet habitat en pisé caractéristique sur les affleurements rocheux, de manière à ne pas empiéter sur l'espace agricole. Plus en haut sur les versants, c'est ce que l'on appelle l'espace bourg, c'est-à-dire l'espace cultivé en sec, avec là aussi principalement des céréales vivrières, l'orge. Plus en hauteur sur le versant, un espace forestier et pastoral qui se dessine très nettement, la forêt villageoise l'Agdal d'Ifran, qui est une forêt donc gérée par le village. Plus en hauteur, des espaces forestiers et pastoraux sont partagés avec les villages voisins, et par-delà la crête, ces espaces pastoraux sont partagés avec des transhumants qui viennent de beaucoup plus loin, du sud. Tout l'espace est utilisé et géré, et c'est cette combinaison, cette complémentarité qui est absolument indispensable aux familles qui disposent pour la plupart à la fois de parcelles cultivées et aussi d'un petit troupeau qui lui se déplace et parfois se déplace sur encore de longues distances puisqu'il va aller l'hiver dans le sud et l'été sur les estives en haute montagne. Les hauts plateaux peuvent nous sembler désertiques, et pourtant, le partage des ressources, tel que les hommes l'ont réfléchi, s'étend sur ces terres arides. Des hommes reviennent dès que le printemps a chassé la neige. C'est une famille complète de pasteurs nomades Aïtata et un troupeau de 400 têtes qui a quitté la sécheresse du Djebel Saro au sud pour monter vers des pâturages plus verts. C'est leur dernière étape, le dernier jour de marche avant une installation provisoire. Ils ont emporté l'essentiel. Les femmes suivent le troupeau qui pâture en avançant. Les hommes vont installer le campement.
Ils sont encore une cinquantaine de familles à Itata, à transhumer sur ce versant tous les étés. Ahmed et son fils aîné sont montés pour accueillir cette famille de nomades qu'ils considèrent comme la leur. Mon troupeau est toujours avec Zaïd, avec les gens qui viennent avec nous là. Vous allez le voir ce soir, ils arrivent par là. On les voit d'ailleurs. Ils sont sur la crête là-bas. On continue à garder quand même le troupeau parce qu'on ne peut pas s'en passer. Il faut qu'il y ait des chèvres. Là, c'est les grands-parents qui disent qu'il ne faut jamais s'en débarrasser complètement. Même si tu n'en as pas besoin, tu dois l'avoir. En fait, les gens ici... Comme il n'y a pas d'aide d'État, il n'y a pas de retraite, c'est un troupeau qui peut te sauver les moments difficiles. Sinon... C'est pour arriver ici, à 2400 mètres, au cœur de ce que l'on appelle l'Agdal de Tamda, que les nomades ont traversé le pays. Ce sont des droits de package qu'ils ont depuis très longtemps. Ils partagent l'espace avec des éleveurs de la vallée, en place depuis le matin même. C'est le 30 mai, le jour officiel de l'ouverture de ce pâturage, soumis aux règles de l'Agdal. Celui qui arrive plus tôt sera pénalisé. Chacun reprend la place des années précédentes. La famille de Zaïd s'est glissée au milieu de l'enclos. En contrebas se trouve la source, qu'ils partagent. Parce que l'eau est un bien essentiel pour les troupeaux comme pour les familles. Pour conserver le pâturage, ils se soumettent tous à la règle de l'Agdal, qui, sans marque ni clôture, préserve la nourriture pour les troupeaux. Le troupeau est la première préoccupation des transhumants qui doivent trouver sur place les moyens de survivre sur ce territoire d'altitude.
de l'autre côté de la vallée, sur des plateaux situés entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Un autre pâturage, mis en réserve par la loi de l'Agdal, n'a pas terminé de se constituer. Ici, le pâturage est fermé depuis la fonte des neiges jusqu'au mois de juillet. Cette règle permettra de nourrir 300 troupeaux et 10 000 têtes de petit bétail l'été prochain. Les chercheurs ont étudié le fonctionnement biologique de l'Agdal. La gestion en Agdal permet à la végétation, à l'ensemble des plantes, d'accomplir leur cycle biologique, de fleurir, d'arriver à graines, et donc de laisser le stock de graines sur place, sur le pâturage. Et ça, c'est très intéressant du point de vue de la préservation de la richesse floristique des pâturages. Là, il y a tout un ensemble de xérophytes d'altitude qui ont cette forme caractéristique de coussinet qui leur permet de résister au gel l'hiver et qui sont très épineuses et de se protéger aussi de la dent des troupeaux, notamment les chèvres qui se nourrissent de toutes ces épineux. Des collègues de Marrakech ont montré, en étudiant les dates d'ouverture-fermeture de plusieurs Agdal, qui sont dans des conditions différentes, écologiques, montré qu'à chaque fois, la tradition avait respecté le cycle végétatif des plantes. Et donc l'ensemble du cycle biologique était accompli au moment de l'ouverture de l'Agdal. La tradition. On suppose que ces réglementations existent depuis la fin du néolithique, quand le pastoralisme a commencé. Dans les vallées voisines, le paysage montre d'autres formes d'installation et de gestion. L'altitude et les conditions climatiques font que l'homme est plus destructeur. Pour ces anciens pasteurs nomades, qui ont fini par rester là où était leur tente, il n'est sans doute pas question de gérer, mais tout au plus de survivre. Et souvent, l'état des arbres témoigne de la pauvreté des hommes. On soupçonne que la haute montagne est habitée aussi pendant les mois d'hiver et que ces arbres étranges sont une ressource. Ces arbres, c'est des genévriers torréfères qui poussent en altitude. Et c'est là, on est à 2006. D'après les gens qui ont étudié l'arbre, ils ont compté les cernes, ils ont dit qu'ils ont au moins 1000 ans. Pourquoi ils ont cette forme? Parce qu'on coupe les branches tous les hivers. Qu'on donne aux chèvres, aux brebis, aux mulets, aux vaches, aux ânes. C'est très nourrissant, il y a beaucoup de résine dedans. Et du coup, l'arbre prend des formes différentes d'un arbre à l'autre en haut. Il pousse sur les côtés, il pousse... Aujourd'hui, c'est protégé par les forestiers, mais plus ou moins, il y a des endroits où ils ne contrôlent pas. Les gens continuent à couper, mais pas comme avant. Parce qu'avant, ils faisaient tout. Les planches, les poutres, tout. Pour les sédentaires, le bois est un matériau essentiel. Le bois pour bâtir les grandes maisons de pisés de terre et de pierre qui protègent de la chaleur l'été, mais surtout du froid de l'hiver. Une architecture simple, de pièces rectangulaires, modulables, qui peuvent accueillir des familles de 15 à 20 personnes. Mohamed Zaki, agriculteur et guide, viendra s'installer bientôt ici avec ses enfants. Tout le bois qu'on voit ici vient de la région. Il y a des peupliers, des genévriers, des chênes verts, tout ce qu'on trouve, quoi. On utilise aussi des petites touffes
qu'on met autour des toits. C'est une plante qui pousse dans la région qu'on appelle l'orminis. L'avantage de cette plante-là, c'est que les tiges ne s'abîment pas trop avec le temps. Et les tiges qui sont un peu longues, les évacuent les petites gouttes loin du mur. Donc il y a le bois, les branches, les sols, les orminis et la terre mouillée. Après, maintenant il y a le plastique qui s'utilise aussi pour l'étanchéité, etc. Donc on essaie de faire le moins cher possible, mais le plus beau possible aussi. Pendant longtemps, la forêt a été présente sur presque tous les versants non cultivés des montagnes. Elle protégeait la vallée contre les glissements de terrain et les coulées de boue. Aujourd'hui, on ne la retrouve plus que dans des réserves. Elle est en principe gérée par l'État marocain, mais ici, les lois coutumières prennent le dessus sur les lois de l'État. Les villageois s'autorisent à l'exploiter en fixant eux-mêmes les conditions. Ici, on est dans l'Agdal d'Iskatafen, qui est un Agdal essentiellement composé de genévriers. Ici, les gens n'ont pas le droit de prélever du bois au regard de la législation forestière, au regard de la communauté villageoise. Ils ont le droit, dans certaines circonstances, qui sont les règles de l'Agdal. Pierre-Marie Aubert est ingénieur forestier et universitaire. Sa thèse a porté sur la gestion environnementale de la vallée, en particulier sur les prélèvements de bois. La coupe de bois de construction, elle est autorisée lorsque on fait la demande auprès de Takbilt, auprès du village. On construit sa maison, on a besoin de bois pour faire sa maison, et donc on est autorisé par Takbilt à aller couper un certain nombre de poutres et de perches de genévrier. Il prélève une perche sur un arbre, mais ici Moha il nous dit que sa maison c'est 4000 perches, 400 poutres. En fait, il a utilisé beaucoup de bois parce que dans le village, il y a beaucoup de bois. Les villages où il y a peu de bois, ils vont faire des économies de matériaux dans la construction. Voilà. 28. Ce qui m'intéresse dans cet Agdal, c'est de comprendre l'impact des règles de gestion qui sont mises en place par la tribu, par le village, sur la qualité, sur les caractéristiques de ces forêts dans lesquelles on se trouve maintenant. Non, le turifère, il dit oui que c'est, je crois. L'étude dira que ce que l'on appelle la mise en défense permet à la forêt de se maintenir et d'augmenter son recouvrement. Et même s'il a peu d'effet sur la biodiversité, ce système de gestion souple, mis en place par la communauté, a des impacts positifs sur l'environnement. On peut comprendre que sans cet interdit de l'Agdal, la déforestation aurait été plus importante. Ici, les forêts villageoises sont variées et diversement exploitées selon leurs essences. L'Agdal d'Ifran, proche du village, est l'une des plus belles forêts de chênes verts de la vallée. Au moment les plus durs de l'hiver, elle devient très convoitée et la réglementation est très précise. Cet espace est interdit de coupe pendant la plus grande partie de l'année. Il est ouvert en hiver, seulement 1 semaine à 2 semaines, quand la couche de neige est suffisamment importante pour empêcher le déplacement des troupeaux, que les familles du village sont autorisées à venir ici s'approvisionner en feuillage pour nourrir leur bétail. Sur cet espace-là, il y a on pourrait dire presque une prolifération de règles. Il y a des quotas, notamment un droit qu'à une charge par famille et par jour en période d'ouverture. Il y a aussi des règles de sélectivité des essences, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de couper des genévriers, par exemple, dans cet espace. Seulement le chêne vert. Et puis il y a aussi des secteurs qui sont ouverts à la coupe chaque année, avec rotation,
entre les différents secteurs de l'Agdal. La gestion en Agdal démontre la capacité d'action collective de ces populations. Ils partagent, de cette manière, les principaux risques d'une installation dans des conditions qui restent difficiles. Tout comme les pasteurs nomades, ils continuent de cultiver des terres non irrigables qui appartiennent à ceux qui les travaillent. Première moisson de l'orge qui, mélangée aux fleurs, sera la nourriture de l'hiver prochain pour les animaux. Dans ce jardin aux limites invisibles, rien n'est naturel et en même temps, on se prend à en douter. Il semble que les hommes et la nature aient trouvé un accord. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Ce beau tableau peut être balayé par de violents orages de la fin de l'été qui changeront la rivière en torrent, qui détruira alors les ponts et couvrira les champs de cailloux. Tout a sa raison d'être dans ce paysage, alors on se prend à deviner la vie des gens. Ici, la patience et le travail de tous qu'il a fallu pour épirer ce champ de bord de rivière. Là, le respect d'un lieu sacré. Personne ne touche à ce que contient ce périmètre, qui est le cimetière. De l'organisation politique ancestrale, héritée du temps des grandes tribus berbères, il reste une gouvernance locale. La prière du vendredi est l'occasion de rassembler les hommes, les chefs de famille, qui débattent des questions communautaires. L'entretien des biens communs que sont la mosquée ou les canaux d'irrigation, la gestion des agdals, l'entraide pour les gros travaux. Tout est basé sur la discussion et sur les alliances entre les familles, car les décisions se prennent au consensus. Une manière de faire qui permet par exemple à ces chefs de famille de participer à des réunions d'information organisées par les techniciens agricoles sur la culture des pommiers. Une nouveauté ici, au-dessus de 2000 mètres. L'État est peu présent dans les villages de l'amont, qui fonctionnent encore selon des lois coutumières. En dernier recours seulement, les litiges sont portés devant le tribunal marocain. Certains villages ont élu un représentant, mais ici, c'est un comité de gestion qui gouverne, avec l'aval de l'assemblée traditionnelle, l'Ajma. Ce sont 2 membres de chaque lignée qui sont au nombre de 3, soit une assemblée de 6 personnes. Une sorte de conseil des sages qui produit des règles selon les besoins. Quand le village a été détruit en partie par une coulée de boue, le comité de gestion a pris des mesures pour préserver l'avenir. Le doyen du village est son porte-parole. Tiens, regarde juste là, devant. Cette herbe qui sert pour les toitures.
Si on n'avait pas interdit de la couper et mis une amende de 50 dirhams, il n'y en aurait plus. Maintenant, quand on veut couper du bois dans l'Agdal forestier, la communauté se met d'accord et monte un projet qui servira pour tout le monde. L'année dernière, on a coupé une partie de la forêt et avec la vente du bois, on a acheté le taureau. Avec le produit de l'Agdal, ils ont acheté un taureau reproducteur, une autre sorte de réserve qui va permettre à tous les éleveurs d'améliorer la race et la production laitière de leurs vaches. Et c'est sans doute pour le protéger du mauvais sort que son étable est adossée au mur de la mosquée, la seule bâtisse communautaire du village. L'exemple du taureau est intéressant parce que là, ça déborde un petit peu des façons de faire, on pourrait dire traditionnelles. Là, il s'agit vraiment d'un projet, on pourrait dire, de développement, un mini-projet de développement, un projet économique qui concerne l'ensemble du village. Alors que d'un point de vue traditionnel, de fonctionner sur un projet était extrêmement rare, enfin à ma connaissance en tout cas. Ça ne fonctionnait pas comme ça, c'était plutôt préserver un stock de ressources collectivement, dont chacun va pouvoir bénéficier, mais il n'y avait pas derrière un projet collectif économique, par exemple. Tous ces projets économiques et sociaux montrent le dynamisme des formes de gouvernance villageoise qui gardent leur spécificité. Chercheur sur la gestion de l'eau, Abdelaziz El Guerroua a retrouvé les traces écrites de ces lois dans l'administration marocaine. C'est au caïda de Tabant, le chef-lieu de la vallée, que les registres coutumiers des villages qui le souhaitent sont déposés. Une manière pour l'État marocain d'essayer de superposer son pouvoir sur celui des tribus. La loi d'un village se résume souvent à une seule page. Le sujet, c'est des lois pour la gestion des affaires de la tribu. On est d'accord sur le suivant. Premièrement, la coupe donc du bois sur l'Agdal, mis en défense 200 dirhams, le pâturage sur le cimetière 25 dirhams, le vol des fruits du village 25 dirhams, la lessive à côté des canaux et à côté du puits 25 dirhams, la coupe d'eau 400 dirhams, la non-participation à l'entretien des canaux d'irrigation 25 dirhams. Ce sont des règles un peu différentes et spécifiques à chaque village selon ce qu'on veut donc interdire, ce qu'on veut gérer, ce qu'on veut protéger. Donc c'est un peu toute une dynamique donc au niveau de ces règles-là donc qui changent et qui évoluent donc pour s'adapter donc à la spécificité de chaque village. Le souk de Tabant est le lieu et le moment où les pasteurs, les éleveurs et les cultivateurs de l'ensemble de la vallée se rencontrent une fois par semaine. S'ils veulent une trace écrite de leurs transactions, ils vont chez l'écrivain public. Seule la terre cultivée est en propriété, et quand un champ irrigué est vendu, il l'est avec son droit d'irrigation. Car ici, l'eau est mariée avec la terre. L'eau surgit d'un coup, et elle vient des sources, des résurgences souterraines. Le débit est imprévisible et pourtant vital, alors ils ont conçu des systèmes souples. D'avril à octobre, l'eau prise à la source ou dérivée du torrent est répartie pour irriguer les champs. Cela doit permettre 2 récoltes par an.
La gestion de l'irrigation exige une coordination des plus attentives. Le cairn, c'est le signe comme quoi l'eau est prête de l'autre côté. On n'a pas le droit de les prendre là, parce que la personne qui arrose au fond, il a mis le cairn pour dire que l'eau est prise. Quand il a fini, il va revenir enlever le cairn, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'attend là-bas pour mettre l'eau tout de suite dans le cheu, là. Ils attendent pas, ils perdent pas l'eau. L'eau est distribuée d'amont en aval, selon la succession topographique des parcelles. Chaque parcelle a un droit d'eau déterminé par la règle des 2 chevilles. La parcelle reçoit l'eau jusqu'à ce qu'une lame de 10 cm de hauteur environ la couvre dans son entier. On passe alors l'eau à la parcelle suivante. Il y a des conflits entre les villages il y a longtemps. Parce qu'il y en a qui veulent plus, c'est normal, il y en a qui veulent plus d'eau que l'autre. Du coup, il y avait des problèmes, il y a des gens qui se tuent, il y a des gens qui se vengent, qui prennent le troupeau de l'autre, qui met le feu à la maison. Il y avait tous les problèmes qu'on veut. Mais quand même, ils sont arrivés à mettre le système en ordre. Que là, on sait que c'est aujourd'hui, c'est là, t'as pas à aller ailleurs. C'est bien étudié, on n'a plus à chercher. Et on sait c'est un tour de rôle. Une fois que tu n'es pas venu au bon moment, t'attends la semaine prochaine. L'eau suit son cours. À chacun de la récupérer, à son tour. Si les hommes assument les tours de nuit, le jour, ils confient ce travail aux jeunes, qui peu à peu assimilent les mécanismes de l'irrigation traditionnelle. Ils ont inventé des systèmes de répartition simples mais ingénieux qui fonctionnent dans les cas d'abondance comme de pénurie. Aussi, par souci d'équité, la distribution ne se fait pas en volume, mais en temps d'eau. Les règles de répartition changent selon la taille de la source et la nature des parcelles. Alors la complexité de cette gestion peut atteindre des sommets. Il n'est pas rare d'observer 3 modes différents de partage de l'eau pour un seul village, et le dernier système inventé n'a pas 30 ans. On observe qu'à la mosaïque de champs correspond une organisation sociale très fine, de choix, de compromis, de décisions. Ce sont des systèmes un peu qui ne sont pas figés, c'est des systèmes flexibles qui changent tout le temps. Donc c'est cette dynamique-là, donc c'est cette capacité de changement, d'accepter l'innovation, donc qui a permis à ces systèmes de continuer jusqu'à aujourd'hui. Sinon, il aurait pu disparaître, donc ça fait longtemps. C'est l'intelligence, je dirais l'intelligence paysanne, l'intelligence de l'élégant et l'intelligence donc de ce berbère de la haute montagne, donc qui essaye donc de vivre dans une réalité très difficile et qu'il essaye d'adapter. Il y a beaucoup d'activités pendant l'été. Tout le monde travaille, les vieux, les jeunes, tout le monde. On met la ficelle comme ça pour qu'elle nous montre la bonne direction. Comme ça, on fait pas on lance pas pour rien. On lance de la bonne direction. Et comme ça, on a tout la paille là, à l'est. C'est le vent d'ouest avec lequel on fait le vannage.